Alors, pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'appeler maintenant à me rejoindre sur scène François-Xavier Jeunetet, président du directoire d'ABN AMRO Investissement Solutions à Paris. Merci de l'applaudir. Également parmi nous, Olivier Paquier. Je ne sais pas si je l'ai vu, Olivier. Ah, il est là, voilà, voilà. Olivier Paquier, donc vous êtes Global Head of ETF Sales AXA IM. Merci d'applaudir Olivier. Sera également présent sur cette table ronde Hugo Kaiser, associé distribution externe Eléa Capital à Paris. Merci de l'applaudir. Et enfin, on a le plaisir d'accueillir Yann Scharer, qui est co-founder, deputy CEO d'Airphone. Merci d'applaudir Yann. Alors, si on commence par un premier bilan, donc comment s'est passée finalement cette distribution de fonds conventionnels ces 24 derniers mois? C'est vrai que Morningstar vient de nous dire tout à l'heure justement que c'était une très bonne année, 2024, donc troisième meilleure année depuis 15 ans. Alors Hugo, si on démarre avec vous, qu'est-ce que vous pensez justement de cette distribution? Comment ça s'est passé sur les différentes catégories de fonds, du côté des produits structurés, des produits immobiliers? Quel est votre regard, votre analyse? Bonjour à tous, merci pour l'invitation à ces matinales et à cette belle table ronde. Alors, comme l'a démontré Morningstar, 2024 a été encore une année record en termes de collecte, qui a pour autant encore démontré la cyclicité entre les différentes classes d'actifs. On a vu des thématiques gagnantes comme le monétaire, les obligations cotées, la tech US, mais également sur la partie non cotée, plutôt la dette privée et les infrastructures qui reflètent finalement une pertinence espérée face aux différentes transitions économiques et sociétales. Le private equity primaire, après des années de très forte croissance où le marché a triplé entre 2016 et 2023 pour atteindre aujourd'hui 15 000 milliards de dollars, a connu un ralentissement au profit du private equity plutôt secondaire. Il s'avère que pour nous, il paraît assez probable qu'un rebond se manifeste sur le private equity primaire, notamment dans un contexte de stabilisation au niveau des taux, mais également sur des allocations grandissantes dans chez les patrimoines privés qui sont encore sous-exposés à ces classes d'actifs-là. Alors pour répondre spécifiquement à la question sur les produits structurés, selon nous, le succès depuis 18-24 mois est presque insolent, avec des et ça explose complètement. Complètement, et dans les allocations des investisseurs privés, ça prend des proportions extrêmes, liées à des bonnes dynamiques, effectivement, un contexte spécifique en termes de taux, au niveau des volatilités des différents marchés, qui répondent à des besoins très spécifiques, mais à des scénarios aussi spécifiques. Comme l'ont démontré les crises de 2008 et 2011, il peut se retourner assez fortement ce type de stratégie. Par ailleurs, sur la partie immobilière, là, le marché est vraiment à la peine depuis mi-2022, lié tout simplement à la hausse des taux, à l'essor du télétravail également qui impacte les bureaux. Selon nous, les approches opportunistes et liées en création de valeur à des projets de rénovation continuent de rester attractives. On a d'ailleurs structuré un produit en partenariat avec une société de gestion spécialisée, produit article 9 de la SFDR et label ISR, qui répond finalement et qui vise la mise aux normes environnementales du parc immobilier d'habitation, qui répond aux attentes d'investisseurs institutionnels et privés. Alors Yann Scharer, quel est votre regard pour vous? Qu'est-ce qui a le moins bien marché? Bon, on le disait, donc il y a notamment l'immobilier, il y a les fonds opportunistes, le private equity, donc ralentissement quand même peut-être sur le LBO? Oui, alors peut-être juste en deux mots, Airfund, on est une plateforme digitale de distribution sur les actifs privés. Donc on ne fait que du private equity, dette privée, infrastructure, immobilier. Donc nous, c'est surtout ces classes d'actifs qu'on regarde. Hugo l'a très bien dit, effectivement, il y a des tendances assez fortes. On l'a vu avec la remontée des taux. Donc le LBO, qui est vraiment la catégorie star en private equity, a forcément baissé. Il y a eu un petit peu moins de collecte qu'on pensait, notamment sur du secondaire. Donc c'est assez naturel. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a plutôt, dans la catégorie LBO, l'objectif, c'est plutôt de s'orienter pour l'instant sur des small caps plutôt que des large caps, parce qu'on a un niveau d'endettement qui est moins élevé, avec des valorisations plus abordables aussi. Donc il y a quand même des belles opportunités sur le marché du LBO, même s'il y a un certain ralentissement qui est relatif, parce qu'on est sur une classe d'actifs, ça a été abordé très rapidement pendant la première table ronde,
qui se démocratise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet de rattrapage qui est tellement important que même les années comme 2024, qu'on peut considérer comme une année de transition, il y a quand même une collecte qui est significative. Donc après, j'ai pas voulu commencer tout de suite sur l'immobilier pour rester sur une note pour rester plus positif, c'est ça. Pour pas plomber l'ambiance tout de suite. Non, mais l'immobilier, tout le monde a vu ce qui s'est passé en 2024. Effectivement, il y a pas mal de fonds qui ont dû activer leurs gates. Donc voilà, donc il y a des rachats encore en attente. Nous, on est comme Hugo. En fait, on regarde plutôt les fonds opportunistes. Parce que qui dit crise dit opportunité, et il y a des fonds qui sont bien positionnés justement pour acheter des immeubles ou de la logistique, etc. Donc on va plutôt proposer ça à nos clients qui sont des CGP, des family office, des banques privées, en leur disant regardez ça, c'est une bonne manière de revenir sur de l'immobilier via des fonds opportunistes. Après, sur l'infrastructure aussi, c'est évidemment une classe d'actifs qui est intéressante parce que le produit évolue aussi. On est sur des durées d'investissement qui sont plus courtes maintenant. Il y a encore 10 ans, on était sur des cycles très longs qui n'étaient pas du tout adaptés à de la clientèle de particuliers. Là, ça commence à être plus intéressant. Donc ça commence à percer aussi, mais on est sur des classes d'actifs qui sont encore très récentes dans les portefeuilles des clients, qui sont assez nouvelles encore pour la plupart des acteurs du marché. Je parle du marché retail wealth, pas des institutionnels. Donc il y a toujours cette part d'appropriation, d'éducation qu'il faut continuer à faire, même si on voit que c'est un marché qui pour nous est principalement tiré sur la partie retail wealth par les CGP, les family office, paradoxalement un peu moins par les banques privées qui avaient de l'avance, mais qui, je trouve, perdent un peu de leur avance du fait d'un manque d'agilité sur le référencement des produits. Les CGP, quand ils trouvent une stratégie intéressante, ils ne se posent pas de questions. En 2-3 semaines, le produit est référencé, il est commercialisé. Chez les banques privées, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, après, il y a d'autres évolutions aussi, juste pour finir, on y reviendra plus tard. Pour moi, donc, année de transition 2024, une collecte un peu décevante, mais parce qu'il y avait aussi des alternatives, notamment les structurés. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a vu la création d'un nombre important d'offres sur la partie LTIF 2 et ce qu'on appelle les fonds Evergreen, donc qui commencent à être lancés, mais qui, à mon avis, vont vraiment changer le marché à terme. Donc on y reviendra plus tard. Alors justement, donc Olivier Paquet, pour continuer sur on va dire cette rétrospective un peu, on peut dire que 2024, ça a été vraiment l'année de tous les records pour les ETF. On l'a déjà un peu abordé cette matinée. ETF dont on célèbre quand même les 25 ans, il faut le dire. Donc c'est pas un produit si 25 ans cette année, oui. Voilà, c'est pas si récent que ça finalement. Donc 2022, c'était plutôt l'année ESG avec une collecte record. Et là encore, Morningstar nous a dit que c'était quand même en train de baisser en ce moment. 2023, année obligataire. Et 2024 aussi, année américaine quand même, il faut bien le souligner. Donc, quel est votre regard donc, sur tout ça maintenant ? Alors, c'est intéressant parce que ça fait 20 ans que je travaille dans le monde des ETF et chaque année, au mois de janvier, j'ai la même phrase, c'était une année record l'année dernière. Donc 2024 était encore une année record qui a tout pulvérisé en termes de collecte. Il y a eu 276 milliards de dollars de collecte nette sur les ETF en Europe, donc des ETF UCITS. Ça inclut quelques clients en Amérique latine et en Asie, mais c'est principalement des clients européens. Effectivement, 2024 a été une année intéressante, puisque avec toutes les configurations de marché qu'on a pu observer, c'était une année surtout américaine. Alors effectivement, quand on veut s'exposer à la gestion passive, indicielle sur les US, on sait que les ETF sont plébiscités. En revanche, il y a plusieurs relais de croissance qu'on a observés qui s'expliquent, et les investisseurs l'ont vu. Alors, l'utilisation des ETF grandit en nombre d'investisseurs, les nouveaux modes de distribution, les modèles de distribution dont on va parler tout à l'heure, mais aussi parce qu'il y a plus de produits et que le produit a évolué. Donc il y a si je peux être un peu schématique, il y a 3 relais de croissance qu'on a observés, nous, chez AXA IM, puisqu'on a un nouvel émetteur d'ETF depuis 2 ans. L'ESG, vous avez dit 2022 c'était une année ESG, 2023 une année obligataire. Alors l'ESG est clairement quelque chose qui permet d'accéder dans le monde entier à une réglementation souvent européenne de manière assez rapide. L'obligataire, effectivement, il y a un gros rattrapage sur l'obligataire dans le monde des ETF. Et puis la gestion active au format ETF aussi, qui est le nouveau type de produit qui est en train d'évoluer,
Je me souviens qu'il y a 25 ans, quand j'ai commencé dans le monde, il y a 20 ans, quand j'ai commencé dans le monde des ETF, on parlait que de produits pas chers, liquides, transparents, passifs. Et maintenant, ça devient actif voilà. aussi. Hein, voilà. On est allé sur du smart beta début des années 2010, la gestion systématique pour essayer de contrer certains problèmes, notamment dans l'obligataire, certains risques idiosyncratiques, certains besoins des investisseurs qu'ils ne trouvaient pas forcément ni dans la gestion indicielle, ni dans la gestion purement active. Et puis effectivement, depuis 3-4 ans, on voit l'avènement de la gestion active au format ETF. Donc moi, je n'oppose pas du tout la gestion traditionnelle avec les ETF. Les deux sont à la fois complémentaires et particulièrement compatibles. Alors justement, François-Xavier Genetet, est-ce que vous êtes du même avis ou pas? Bon, pour vous, 2024, c'est aussi une année avec pas mal de contrastes, hein, comme on vient de le dire. Donc, ralentissement de la collecte sur l'ESG, toute cette gestion passive qui va vers donc les indiciels, les ETF, avec quand même aussi une partie active, comme vous venez de le dire. Quelle est, votre perception du marché aujourd'hui? Elle est identique à ce qu'on a dit, et notamment Christophe. C'est un résultat très contrasté. Il est rare de discuter avec des gérants d'actifs de différentes maisons et de constater que certains ont vécu une très bonne année et que d'autres, au contraire, ne partagent pas ce sentiment. Alors, on avait l'habitude d'avoir des classes d'actifs qui pouvaient fonctionner différemment selon les circonstances de marché. Mais il est très difficile d'avoir un commentaire global sur 2024 en disant c'était une très bonne année pour la gestion d'actifs ou pour les distributeurs. Il est rare aussi d'avoir un marché qui est plutôt performant, et ça a été le cas. Donc personne ne peut se plaindre des performances de marché l'an dernier, à la réserve près peut-être de certaines classes d'actifs. En revanche, tous les gérants d'actifs n'en ont pas bénéficié en termes de collecte. Et ce que nous avons vu et ce que nous constatons, c'est ce que Christophe expliquait, notamment sur le ralentissement de la collecte sur l'ESG. Et quand vous êtes un gérant actif equity ESG, a priori, vous n'avez pas vécu une très bonne année. Et c'est le cas. C'est confirmé par Olivier. Oui. Voilà, donc on est sur la température réelle et la température ressentie. Pour le coup, on ressent des choses quand on croit dans la gestion active. Et maintenant, quand on regarde pour le distributeur, finalement, ce qui est important, c'est d'avoir des produits pour pouvoir correspondre à une allocation d'actifs que l'on définit. Et c'est là qu'est notre valeur ajoutée. Ensuite, on a la construction du portefeuille. Et enfin, on choisit les sous-jacents. On a eu ce mouvement vers l'ESG qui nous a alimenté ou occupé grandement sur ces dernières années. C'est un des éléments pas forcément de rupture, mais de changement. Et si vous avez suivi l'actualité autour de Enzam cette semaine, sans la commenter, vous verrez que ça ne fait que s'accélérer. Donc finalement, Olivier Paquet, on peut dire qu'on n'oppose pas forcément les ETF, les fonds traditionnels. Quand on a des ETF actifs, on peut encapsuler plein de choses finalement à l'intérieur. Ah oui, en fait, un ETF actif est juste un fonds actif traditionnel qui donne une optionnalité de liquidité. Du sous-jacent. Alors il y a des limitations, effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a deux règles principales à respecter quand on est dans le monde des ETF. C'est les règles UCITS, qui sont identiques à celles des fonds traditionnels, et les règles de liquidité que chaque bourse applique sur les ETF. Donc ça, c'est peut-être la limitation des ETF par rapport aux fonds plus traditionnels, mais il n'y a pas de contrainte particulière en termes de gestion pour lancer un ETF actif ou pas. Mais François-Xavier, vous avez l'impression que finalement ces ETF, ça va devenir la norme peut-être pour l'avenir? Si on fait un peu de prospective justement. Nous sommes dans un marché où l'offre crée la demande. Et ce que je crains, c'est qu'on prenne les ETF comme la solution ou la réponse à une absence de vision et ou de sens de l'innovation. Quand on travaille sur notre allocation d'actifs, on ne se pose pas la question de savoir si, in fine, on investira à travers un ETF ou à travers un OPC. Là n'est pas la question. Ce qu'on choisit, c'est un style, une classe d'actifs et autres, sur la base de critères. On sait que les ETF ont connu cette très forte croissance à laquelle Olivier faisait référence. D'abord parce qu'on était dans le monde passif, avec une efficience très importante, ce qui est très bien d'ailleurs. On est dans des circonstances de marché qui favorisent la gestion passive.
Quand on est gérant actif, battre les 7 magnifiques sur le marché US, vous savez que ça n'est pas possible, structurellement et aussi réglementairement. Donc, Delphine racontait une expérience là où les propos de certains investisseurs par rapport aux cryptos. Moi, j'ai eu l'occasion de m'entendre dire par certains de nos clients qu'ils avaient investi dans 1 ou 2 titres et avaient mieux performé que nous quand on investissait dans une 50aine de titres. Oui, bien sûr, c'est basique, sauf que ça s'appelle la diversification, ça s'appelle la réglementation. Donc ça, c'est un des éléments aussi sur lequel on reviendra peut-être sur la mutation des modèles de distribution. Mais à aujourd'hui, on ne choisit pas un ETF parce que c'est un ETF. Dans les équipes de sélection, généralement, et c'est aussi un élément qui favorise les ETF, quand on référence un ETF, on mène une due diligence sur la société qui gère l'ETF, mais on ne fait pas d'analyse de l'ETF. En tous les cas, c'était valable pour la partie passive. Donc, vous référencez beaucoup plus vite un ETF que vous ne référencez un OPC. Une fois que vous avez référencé la société de gestion, vous pouvez référencer immédiatement tous les ETF de la dite société de gestion. Quand vous êtes sur un OPC, vous devez analyser chacune des stratégies sous-jacentes. Alors, on verra si la pratique évolue avec les ETF actifs. Moi, et la question pour moi n'est vraiment pas de savoir si ou d'opposer les OPC aux ETF, et si demain ou après-demain il faut être à travers des ETF, nous investirons à travers des ETF. Ce que je pense, c'est que l'ETF n'est pas la finalité. La finalité, c'est la raison pour laquelle nous investissons dans une classe active, dans une stratégie et que nous nous exposons au marché. Vous, Hugo, vous pensez aussi que la gestion active, elle est quand même essentielle. Vous travaillez beaucoup avec les gros asset managers chinois, avec le marché indien également. Il y a beaucoup d'opportunités parce que finalement, il est encore relativement peu travaillé, ce marché, par les analystes. Oui, tout à fait. Alors, pour juste revenir sur gestion active versus gestion passive, pour nous, il n'y a véritablement pas de match, en fait, dans une allocation globale. La complémentarité des 2 styles de gestion convient totalement en recherche de diversification. Diversification qui est finalement assez aisée avec un ETF et également dans des logiques de standardisation à moindre coût. L'ETF répond très favorablement. Cependant, pour aller s'intéresser à des marchés moins travaillés, la gestion active est plutôt la solution, comme on peut le voir sur la Chine et l'Inde, où on y reviendra, mais plus globalement, travailler des inefficiences de marché, ou alors également développer et lancer des nouvelles stratégies innovantes qui pourraient à terme être répliquées finalement. Les flux sur les ETF ces 20 dernières années sont colossaux, et selon nous, on marque un point d'attention sur la notion d'élasticité des prix, peu proportionnelle finalement aux capitalisations, et en cas de retrait massif en bear market, on peut être amené à connaître des crises de liquidité sur certains marchés. Voilà, pour nous, la gestion active est vraiment indispensable dans une allocation globale et pour nos investisseurs. En 2 petits mots, Elea Capital a été créé en 2008. On est aujourd'hui 12 personnes présentes à Paris et de plus en plus représentées sur le marché Benelux et suisse. Notre mission, elle est simple mais essentielle, être connecté des gérants spécialisés à des investisseurs sophistiqués, high net worth et institutionnels. Alors, pour reparler des marchés chinois et marchés indiens, bien que ce soit tous les deux des marchés qui figurent dans le top 5 des plus grandes bourses mondiales, ils sont relativement peu couverts par les analystes financiers, et le trading à haute fréquence, le high frequency trading, y est finalement assez limité, contrairement aux États-Unis où la gestion algorithmique est omniprésente et donc vient rendre le marché efficient. La Chine et l'Inde, quand on prend l'exemple de l'Inde, on travaille avec Kotak Mahindra Asset Management, qui est la filiale de gestion d'actifs du 3e groupe bancaire indien, qui gère 80 milliards de dollars. Nous avons levé 500 millions d'euros en Europe auprès d'investisseurs institutionnels et family office sur une gestion active en mid-cap indienne, intégrant des critères ESG, qui est un fonds article 8 de la SFDR. C'est le plus gros fonds UCITS de la catégorie action indienne. Et ce produit génère 4% d'alpha par an depuis 10 ans. Pour présenter notre partenaire chinois, Full Goal Asset Management est la 4e société de gestion indépendante qui gère 210 milliards de dollars et qui est à la tête depuis 2016 du meilleur OPC Action Chine de la catégorie Morningstar.
Donc finalement, l'intérêt de ces expertises locales différenciantes se voit dans les résultats, hein. Et pour nous, ce sont des expertises de gestion qui ont la capacité finalement de reproduire structurellement leur surperformance. Alors si on continue, Yann Scharrer, avec ce débat un peu gestion active, gestion passive, vous êtes sur le non-coté, donc c'est plutôt très actif, hein, donc un peu à l'opposé des ETF, si on peut dire. En revanche, les produits sont peut-être moins transparents quand même. Oui, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est opposé aux ETF, mais c'est vrai qu'en termes de gestion, ça n'a strictement rien à voir. Par définition, sur de non-cotés, c'est effectivement des prises de participation, d'ailleurs souvent majoritaires quand on est en LBO, donc avec des très fortes convictions aussi, hein, puisque les fonds investissent sur 20 à 30 participations. Donc ça donne un niveau de diversification suffisant, mais très hands-on aussi, hein. Souvent, il y a dans les sociétés de gestion en PE ce qu'on appelle des operating partners, donc qui vont aider en fait les participations à faire de la croissance. Donc c'est très très différent. Après, je pense que l'enjeu n'est pas tellement d'opposer les ETF aux non-cotés. L'enjeu, c'est plutôt effectivement que la partie non-cotée augmente dans les portefeuilles progressivement pour atteindre peut-être entre 10 et 20%. Voire un peu plus pour déjà les grands clients. On sait que c'est déjà beaucoup plus que ça. Après, ce qui est intéressant, il y a un deuxième phénomène aussi, c'est qu'il y a de plus en plus, je pense, et ça va augmenter, de porosité entre la partie non cotée et cotée. Non seulement parce que déjà, il y a de plus en plus d'entreprises qui restent non cotées de plus en plus longtemps, sur des tailles de plus en plus grosses, parce que le marché du capital investissement est quand même un marché assez efficient en termes de financement, soit par de la dette ou par de l'equity. Donc si vous prenez SpaceX par exemple, 350 milliards, c'est non coté, c'est quand même assez gros, ça pourrait être coté quand même. Donc il y a ce phénomène de porosité, je pense, qui va être de plus important entre le non coté et coté, ça va un petit peu s'effacer. Ce qui va faire que ça va s'effacer aussi, c'est ce qui a été abordé en table ronde 1, c'est LTIF 2 notamment, puisque là on commence à avoir des produits qui apportent une semi-liquidité. Donc on va effectivement changer un peu, on change un peu le paradigme, hein, parce que le non-coté par définition, vous avez des performances qui sont censées être meilleures que sur les marchés listés, mais vous êtes bloqué pendant 8-10 ans. Plus longtemps, quoi. C'est un investissement plus long terme, quoi. Avec LTIF 2, ça change énormément, parce que là, même s'il y a des périodes de lock-up qui sont entre 1 an et 2 ans, 3 ans, ça dépend un petit peu des fonds. Après, il y a maintenant, sur la plupart des fonds qui sont en cours de lancement, une liquidité à minima trimestrielle. Donc ça change beaucoup de choses, évidemment, dans l'approche, comment on met ça dans les classes d'actifs, dans l'allocation d'actifs, pardon, notamment en gestion sous mandat. Ça va peut-être aider aussi à avoir plus de pénétration du no-coté en gestion sous mandat. Après, ça a d'autres implications aussi sur la transparence. Il faut qu'on soit beaucoup plus transparent au sens large, parce que c'est une classe d'actifs qui est très peu transparente sur les valorisations, sur les performances, même sur la collecte. Hein, et vous pouvez y arriver justement à être plus transparent ? De toute façon, la réglementation aide, entre guillemets, hein. Quand LTIF 2, c'est pour de la clientèle retail, donc il y a un certain nombre d'obligations réglementaires qui s'appliquent, y compris sur les frais, hein, maintenant. Enfin, quand on commercialise un fonds de PE à de la clientèle non professionnelle, il faut un DIC-PRIPS. Voilà. Donc les mêmes obligations s'appliquent. Non, ce que je dirais après, si on regarde un petit peu la tendance, effectivement, moi qui ai aussi bien connu le monde du UCITS, je pense que le PE, aujourd'hui, en tout cas, cette classe d'actifs, c'est comme le UCITS il y a 20 ans, donc avec des marges encore très élevées. On est en moyenne à 2% hein, sur des fonds en direct, avec 20% de carried. Donc pour l'instant, c'est une industrie qui se porte très très bien. Mais ça va, je pense, avoir une tendance structurelle à baisser. Il va y avoir plus de transparence, il va y avoir des produits plus orientés grand public. Donc on va petit à petit, j'imagine, dans 20 ans, ça ne sera plus du tout la même chose sur le monde du PE. Justement, donc Olivier, par rapport à ce que vient de nous dire Yann, quelle est votre appréciation ? Parce qu'on est dans cette table ronde sur la distribution. C'est vrai qu'il faut arriver à avoir des frais qui soient assez transparents et puis avec des coûts qui soient limités quand même. C'est aussi ça le nerf de la guerre. Oui, et par rapport à ce que vous disiez, Yann, il y a une porosité aussi qui existe dans le monde des ETF. C'est-à-dire que les ETF, à mon sens, n'ont pas vocation à innover dans le monde de la gestion d'actifs. Ils ont vocation à démocratiser
un accès à un type d'investissement, une classe d'actifs. Alors aujourd'hui, il y a des ETF qui sont sur des classes d'actifs non éligibles à certains, dans beaucoup de pays au format UCITS, comme les bitcoins par exemple ou les crypto-monnaies. Mais aussi, il y a des ETF sur de la titrisation, sur des CLO, sur du non-coté. Et ça permet, dans une optique de distribution, encore une fois, de packager finalement un type d'investissement réservé à des connaisseurs avertis et souvent de gros investisseurs où le minimum d'investissement est relativement élevé. Je pense au real estate par exemple, pas forcément liquide à l'achat comme à la vente. Ça permet de l'encapsuler finalement dans un format qui le rend disponible. Donc dans une optique de distribution, je pense que ça aide. Je regardais mes notes tout à l'heure parce que j'ai trouvé, on en avait discuté un petit peu, mais j'ai trouvé quelques statistiques que je trouve intéressantes. Aux États-Unis, les ETF, qui sont très très gros aujourd'hui, n'innovent pas, mais 9 produits sur 10 aux États-Unis en 2024 lancés par les sociétés de gestion étaient des ETF. Et 100% de ces ETF étaient des ETF actifs. Donc ça donne quand même une bonne tendance. Alors j'imagine qu'il y a du bon, du moins bon, du liquide, du moins liquide. Je ne connais pas tout le marché là-bas. Mais je pense que c'est intéressant. En Europe, on a eu 10 nouveaux entrants de sociétés de gestion actives qui croient dans le monde des ETF. Donc je pense qu'il y a une volonté aussi, pour ce panel aujourd'hui, de rentrer dans un modèle de distribution différent. 2024 a été l'année en France où le nombre d'investisseurs particuliers, parce que la France est un marché comme toujours à part par rapport au reste de l'industrie et du monde. La France a un marché institutionnel tant pour le monde des ETF, principalement, de distribution un petit peu, et très récemment, il y a eu plus de 25%, juste sur l'année dernière, d'utilisateurs en plus particuliers sur les ETF. Donc en volume, on reste sur du wholesale et des banques privées qui distribuent les ETF, mais en nombre de transactions, les particuliers commencent à regarder. Les particuliers regardent les ETF, effectivement. Si on passe plus maintenant, François-Xavier Genetté, au mode de commercialisation, on note la montée en puissance des plateformes. Ça, c'est quelque chose d'important, pas de plateforme spécialisée. D'ailleurs, vous, ABN AMRO, vous venez d'en acheter une aux Pays-Bas. C'est un phénomène qu'on annonce déjà depuis un certain nombre d'années et qui est peut-être lié justement à l'âge des utilisateurs qui veulent passer des ordres rapidement, qui veulent utiliser ces plateformes plus que c'était le cas dans le passé. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui sont annoncés depuis plusieurs années, parmi lesquels il y avait les fusions des sociétés de gestion, la disparition des banques au profit de nouveaux opérateurs, essentiellement en ligne. Finalement, ça finira peut-être par se produire. On voit qu'il y a des rapprochements dans le domaine de la gestion, que les sociétés de gestion les plus petites seront soumises à rude épreuve sur la base de tout ce qui a été dit lors de la première table ronde. Sur les brokers en ligne ou les nouveaux types de distributeurs, effectivement, nous avons fait l'acquisition d'une société aux Pays-Bas qui s'appelle Bux. À titre de comparaison, nous avons une base de clients aux Pays-Bas de 5 millions. Nous en avons quelques dizaines de milliers chez Bux. Donc les proportions ne sont pas déjà identiques. Et il se peut que certains clients de Bux soient également clients d'ABN AMRO, et pas forcément pour les mêmes besoins. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une partie de la clientèle qui est attirée par des solutions un accès aux investissements qui se fassent de façon permanente, rapide, facile. Bux permet de passer des opérations sur des actions, sur des obligations et sur des ETF. En revanche, nous n'avons pas la possibilité de passer des ordres sur des OPC à travers Bux. Ça, c'est un élément à avoir en tête. Et par rapport aussi à la croissance des ETF, sur le marché américain, on gardera en tête que le marché américain favorise les ETF actifs fiscalement. Et qu'on a souvent une incitation qui est à la base du succès d'une typologie de produit. Nous avons fait l'acquisition de Bux pour rajeunir notre clientèle. Ça, c'est un élément aussi important. Et ça marche. Oui, ça marche, sachant que, mais là c'est presque plus une approche par sociotype que par âge de la population. Lorsque vous êtes très intéressé par les marchés financiers à 20 ans, généralement vous l'êtes également à 80.
Il est très rare qu'entre-temps, vous ayez eu un désamour pour la chose, ou alors c'est vraiment que ça s'est mal passé. Et vous avez des personnes qui, à 20 ans, n'ont aucun intérêt pour la matière et n'en auront toujours pas à 80. Donc, l'un des points est, oui, nous accompagnons nos clients parce que maintenant, les enfants naissent avec des smartphones et que c'est un moyen d'interaction évident. En revanche, nous avons plus une approche par sociotype. Et c'est un vrai bon complément. Alors justement, Yann, pour vous, est-ce que les plateformes les plateformes spécialisées risquent d'enlever, on va dire, une partie de leur activité traditionnelle aux banques? On avait annoncé depuis longtemps, justement, la fin des banques traditionnelles. Ça ne s'est pas passé. Non, alors, sur le non-côté, toujours, moi, je vais rester dans ma zone de confort. Déjà, en fait, on a deux types de plateformes. On a les plateformes B2C et les plateformes B2B. Nous, on est en B2B. Donc, nous, on est plutôt les partenaires des banques ou des distributeurs. Sur la partie B2C, on voit que sur le non-côté, il y a effectivement quelques grosses plateformes qui se sont lancées pour démocratiser le private equity en commercialisant directement auprès d'investisseurs particuliers. La réalité pour l'instant, c'est que ces investisseurs particuliers, c'est des gens de la finance, des cabinets de conseil, enfin voilà, des gens très éduqués qui ont beaucoup d'argent et qui ont effectivement beaucoup de bonus à placer et qui peuvent investir sur ce type de plateforme. Si on regarde la vraie démocratisation, ça vient plutôt historiquement du crowd equity, du crowdfunding, etc., où on est passé souvent d'investissement via des SPV. Maintenant, souvent, ces plateformes essaient de faire investir leurs clients via des fonds. Mais ça reste pour moi encore assez marginal, et même s'il y a certes un attrait, je pense que le modèle B2B2C restera encore longtemps le modèle majoritaire et prédominant sur le marché français et européen. C'est celui, nous, qu'on utilise. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, sur nos côtés, on n'est pas sur uniquement de l'optimisation de la distribution via la plateforme. Il y a aussi des enjeux de structuration de produits où on peut aider aussi les distributeurs. Et il y a un dernier enjeu qui est très très important, qui est encore mal appréhendé, je pense, par l'ensemble des acteurs, c'est le besoin d'industrialiser toute la chaîne. Et quand je dis toute la chaîne, c'est évidemment alors côté producteur, société de gestion, côté distributeur, si possible, aider au maximum le client, mais aussi derrière, ce qui se passe après, côté dépositaire, asset serviceur. Parce qu'on est sur des ponts, en fait, qui n'ont jamais été pour la clientèle retail. Et aujourd'hui, il y a donc des produits qui se lancent, les fameux LTIF 2, qui sont, voilà, on pourrait en débattre, mais ce n'est pas l'objet. Et après, le LTIF 2 aujourd'hui, en fait, personne ne sait d'un point de vue industriel comment les traiter derrière. Parce qu'en fait, potentiellement, il y a des milliers d'investisseurs dedans et aucun asset serviceur aujourd'hui sait comment accueillir, entre guillemets, des dizaines de milliers d'investisseurs. Donc il y a vraiment un enjeu de place qui est très, très important là-dessus. En France, je pense, aussi au Luxembourg, parce que sur les fonds LTIF 2, il y en a beaucoup qui sont lancés depuis le Luxembourg. Alors pour vous, Hugo, comment ça se passe, Hugo Kaiser, pour ces modes de distribution? Vous-même, vous avez développé des partenariats avec des plateformes, justement. Est-ce que vous pensez que c'est ça le modèle qui va devenir le plus important ou pas forcément? Alors effectivement, pour s'adresser à la clientèle privée intermédiaire chez Elia Capital, c'est le pari qu'on a pris. De dématérialiser finalement avec Extranet certaines accessibilités à nos solutions, à notre offre. D'autre part, on a clairement un parti pris aussi, évidemment, sur fonctionner et collaborer avec des gérants spécialisés et les représenter en finalement nouveau modèle de commercialisation qui est le third party marketing, qui est de s'adosser avec des gérants dans une volonté d'externaliser leur force de vente, des gérants plutôt actifs. Et c'est sur ces sujets-là qu'on a commencé en 2008 avec plutôt la gestion type alternative de hedge fund qui finalement a été relayé par des produits long only qu'on a intégrés en 2015, par des produits de placement de trésorerie également. Aujourd'hui, comme on l'a vu, on est un des plus gros représentants en France de sociétés de gestion asiatiques qui sont principalement destinés à une clientèle institutionnelle aujourd'hui, parce qu'on vient de ce monde-là. Les institutionnels et family office sont notre terrain de jeu initial. On se développe de plus en plus auprès de la clientèle privée via des conseillers en gestion de patrimoine et des réseaux de banques privées sur les stratégies non cotées.
notamment avec les solutions dématérialisées de plateformes de souscription, mais également via des canaux luxembourgeois, de contrats d'assurance vie luxembourgeois qui trouvent des relais de collecte chez les clients privés particuliers au sein d'OPCVM par exemple. Pour vous, Olivier, ça se passe comment? Pour vous, le canal de distribution principal, ça reste quand même les banques privées? Alors en France, oui, et dans beaucoup de pays européens, c'est le cas. Et comme Yann l'a dit, c'est intéressant, il y a beaucoup de parallèles avec le non-coté finalement sur les ETF, ce qui est contre-intuitif. On est vraiment sur un mode de distribution mondial, et la France, pour le coup, ne fait pas exception, de B2B2C. C'est-à-dire qu'on reste dans le monde des ETF sur des fournisseurs d'ETF qui ne font pas de la distribution en direct auprès d'investisseurs particuliers. Le marché français en particulier est très maillé entre les banques et les assureurs. Et les banques ont su développer, sur les gros marchés européens, une riposte, une réponse aux besoins des clients qui investissent eux-mêmes, les do-it-yourself clients. Je pense aux néobanques. Il y a beaucoup de banques, en particulier les Français, qui ont lancé des néobanques et des banques en ligne qui mettent en avant aujourd'hui les ETF. Tout à l'heure, on parlait d'un rajeunissement de la population d'investisseurs sur ce type de plateforme. C'est intéressant. Alors, j'ai regardé un peu la dernière étude de l'AMF. Oui, l'AMF a fait une étude là-dessus, justement. Hein, donc, il montre effectivement qu'il y a un rajeunissement quand même. Complètement. En fait, ils en ont fait deux, une en 2019 et une en 2024. Alors, les données sont parcellaires parce que les ETF se traitent en bourse et on sait que les données sont relativement limitées, mais on arrive à avoir quand même de l'information. Les principales raisons qui font que les gens utilisent des ETF, les particuliers, sont contre-intuitives là aussi. Ce n'est pas forcément pour le prix et pour la transparence, c'est simplement l'accessibilité, le fait qu'ils puissent le faire eux-mêmes depuis leur smartphone et en temps réel. Ça serait la deuxième raison, c'est le FOMO, le Fear of Missing Out. Combien j'ai sur mon compte à aujourd'hui, à l'instant présent, il y a 14 secondes, parce que le prix se rafraîchit toutes les 14 secondes sur les ETF, et pas avec une date de valorisation de la veille sur un fonds traditionnel. Et puis la régularité des performances et le fait qu'il n'y ait pas de surprise. Donc ça, c'est relativement intéressant. Et l'AMF a trouvé donc qu'il y a 2 fois plus d'utilisateurs en France qu'en 2019 sur les ETF. À peu près 300 000 personnes sont très actives en France sur les ETF. En général, ils ont moins de 35 ans. Ce qui fait baisser la moyenne d'âge observée en 2019 sur ces utilisateurs de 61 ans à 41 ans en 2024. Donc il y a un vrai lifting, si je peux dire ça comme ça, des utilisateurs, et ce sont souvent des femmes. Des femmes qui prennent des décisions d'investissement dans leur foyer, seules, et qui investissent pour la première fois en bourse. Donc les premières transactions en bourse observées par l'AMF sont des ETF. Donc il y a une forme, à mon sens, de démocratisation de l'accès aux produits cotés. Voilà, il y a une démocratisation effectivement de la finance en France, peut-être via ces ETF. François-Xavier, il faut donc peut-être davantage encore former les Français à la finance, parce que finalement, les gens investissent peut-être dans les ETF parce que effectivement, ces produits, vous l'avez dit, facilement accessibles, en plus avec des coûts relativement limités, avec peut-être plus de transparence, en tout cas plus simple peut-être à comprendre que d'autres produits. Oui, alors en t'écoutant, Olivier, à la fois je me réjouis et il y a quelques alertes aussi spontanément. D'abord, il est extrêmement positif que plus de femmes prennent la chose financière à bras-le-corps. Ça fait partie de nos objectifs en termes d'éducation financière et de généralisation de l'accès à la finance. Là, on est en train de parler de populations qui n'ont pas connu de crise financière majeure ou de crise sur les marchés. Effectivement, les personnes qui investissent dans des ETF attendent de la régularité et de la transparence sur l'investissement. Oui, quand ce sont des ETF passifs, effectivement, on sait ce qu'on a acheté. Ça ne signifie pas que les marchés ne tomberont pas et que le jour où on fait face à une très forte baisse des marchés, la question qui se pose, c'est comment accompagnerons-nous les clients qui ont investi dans ces ETF ? Si l'avenir, c'est un portefeuille qui a été construit en interrogeant ChatGPT et qui est investi à 100% des ETF passifs,
Bon, alors on fera des choses pour que ça ne soit pas ça à l'avenir. Mais si une partie de l'avenir, c'est ça, je pense qu'on aura échoué dans le fait d'expliquer à nos concitoyens ce à quoi sert la finance, comment on construit un plan de retraite, pourquoi on épargne, pourquoi on a besoin de diversifier les portefeuilles, pourquoi il y a des classes d'actifs complémentaires, pourquoi on balance dans nos portefeuilles, en tous les cas on les équilibre avec de la gestion passive, active, etc. Donc je pense que c'est là qu'on doit être encore plus présent et rappeler et expliquer, éduquer, à commencer par les plus jeunes, sur comment on décide d'une allocation d'actifs, comment on construit un portefeuille. Effectivement, les données montrent que ce sont les plus jeunes qui aujourd'hui investissent dans des ETF. J'ai eu l'opportunité et fait cette expérience d'échanger avec des adultes entre 22 et 26 ans qui commençaient à travailler et qui bénéficiaient d'intéressement et participation et à qui on offrait l'accès à des sites faits par nos confrères, d'ailleurs extrêmement bien construits pour choisir des investissements. J'avais affaire à une population de master plus. Aucun n'avait les clés pour investir correctement. Et donc c'est à nous tous, hein, une question et aussi un axe de développement. Nous devons former, éduquer. Ça aidera accessoirement à faire passer les réformes des retraites peut-être plus facilement. Effectivement, on arrive presque au terme de cette table ronde, justement sur cette question-là. J'aimerais vous entendre aussi réagir. Yann, Hugo. Alors pour compléter un petit peu finalement les propos de François-Xavier, c'est vrai que la finance devient de plus en plus dans les mœurs, on va dire, auprès des différentes populations, des femmes, comme ça a pu être dit, mais également des jeunes qui prennent de plus en plus le temps de s'intéresser à ce qu'est la finance et à ce qu'elle permet. On vit dans un monde capitaliste qui a fait de la finance un peu la reine, et aujourd'hui, se priver de ce segment-là pour affronter les différentes transitions auxquelles on va faire face semble un peu difficile. Alors, nous, clairement, au-delà de la partie financement traditionnel bancaire et du secteur public, la gestion d'actifs tire vraiment son épingle du jeu, voit une croissance exponentielle sur les 10, 20, 30, 40 dernières années, avec notamment des segments comme l'intégration de l'investissement socialement responsable, qui est de plus en plus présent dans les différents marchés. On le voit évidemment en Europe, en Asie, c'est aussi des sujets qui grandissent. Les États-Unis restent un petit peu, pour des raisons qui leur sont propres, restent un petit peu à la traîne sur l'ISR, mais l'ISR en gestion des risques sectoriels ou de controverses sert. L'ISR permet aussi de saisir certaines opportunités de croissance séculaire. Au-delà de différentes thématiques ou de secteurs finalement importants dans la transition énergétique et sociétale, on pense aux infrastructures durables. Nous accompagnons la levée d'une série de fonds investissant en actifs réels dans l'acquisition de wagons sur rail et de barges fluviales électriques qui sont totalement alignés avec le Green Deal européen. Donc trouver des solutions de transport plus propres. Les infrastructures américaines sont très financiarisées en Europe dû à une libéralisation tardive des infrastructures. Il y a du retard. Maintenant, il y a un mouvement positif avec déjà 80% des transports qui sont sous caténaire. Donc, Yann, en conclusion, donc le paradoxe entre, enfin, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais sur le non-côté, ce qui marche bien, en fait, au-delà de la performance, évidemment, qui est attendue, qui est en général supérieure au marché listé, c'est qu'en fait, on peut raconter des histoires. Et personnellement, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'en fait, on n'investit pas dans un truc hyper financier où on ne comprend rien. On sait que le gérant va investir dans certaines sociétés, sur certaines thématiques. Ça peut être la santé, ça peut être les infras, etc. Il y a des histoires derrière, il y a des entrepreneurs, il y a une vie économique, etc. Et après, en plus, on peut tout trouver. On peut trouver le fonds régional qui va investir plutôt sur la partie bretonne ou normande, ou le fonds international qui va investir sur la santé. Et ça, je trouve que pour parler aux particuliers, ça peut marcher. Peut-être pas pour tous, mais pour certains, c'est peut-être plus intéressant d'investir dans un fonds qui va créer des emplois à côté de chez soi que dans un fonds américain qui va investir dans le monde entier.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. On peut les applaudir. Welcome to Paris. Our Global Fund Registration team acts as a one-stop shop, providing comprehensive support to meet all regulatory requirements for the distribution of foreign investment schemes in Switzerland. With our broad range of services, we help our clients navigate the complexities of fund registration and ensure seamless market access. With us, you can also expand your knowledge about the Financial Services Act. Our online courses are now available 24/7. With GFR at 1741 Group, we prioritise your needs, act independently in your interest, offer attractive representation fees, cover FINMA fees for agent changes, and provide expert support to ensure your distribution team is FINSA compliant. You can contact our team for dedicated support and expert guidance.